Quelles sont les bonnes pratiques à adopter en pharmacie? Et Journée internationale du droit des femmes, comment deux artistes de la région s'approprient la culture? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana en remplacement d'Anthony Dallaire et voici vos informations. Les pharmaciens du Québec ouvrent la discussion avec le public sur les bonnes pratiques à adopter en pharmacie. Eux qui ont vu leurs responsabilités s'élargir au fil des années. Les détails avec Félix Blaquière. C'est ça qu'on veut continuer à faire, de pouvoir offrir le plus de services possible dans les meilleurs délais possibles, puis avec la meilleure qualité possible. Les pharmaciens du Québec lancent une campagne afin de sensibiliser le public au comportement à adopter afin de faciliter une fluidité des services offerts en pharmacie. T'sais, si la personne à la maison elle voit qu'il lui reste 2 à 3 jours de médication, mais elle peut nous lâcher un petit coup de fil ou faire sur l'application, parce que maintenant, toutes les pharmacies ont leur application, ou faire un renouvellement sur Internet pour justement prévoir. Puis nous, ça nous permet, dans notre journée, bien, en fait, là, de mieux prévoir puis privilégier certaines tâches. Parce que leurs responsabilités se sont effectivement multipliées dans les 10 dernières années. Maintenant, on a le droit d'ajuster les ordonnances. Donc, si on voit qu'il y a une problématique au niveau d'une ordonnance, on va l'ajuster. Si on fait une prolongation d'ordonnance parce qu'un médecin, un patient a perdu son médecin de famille, bien, c'est pas juste de prolonger pour prolonger. Il faut s'assurer qu'il y a des laboratoires. Il faut les prescrire s'il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment prendre en charge les patients dans leur globalité maintenant. On fait des suivis de diabète, des suivis de pression. En 2023, les pharmacies ont rédigé 5,7 millions d'ordonnances. Ça représente, grosso modo, 17 des ordonnances qui sont faites au Québec. Et leurs tâches vont possiblement être appelées à s'agrandir alors que le projet de loi 67 promet notamment d'augmenter leur champ d'action auprès de la population. La campagne de sensibilisation se veut donc ainsi davantage comme une prévention qu'un cri d'alarme, selon l'Ordre des pharmaciens du Québec. Aidez vos pharmaciens à vous aider. Aidez vos pharmaciens à dégager un petit peu de temps, à prévoir leur journée, justement pour certaines situations qui pourraient demander un petit peu plus d'urgence par rapport à d'autres qui sont prévisibles. L'Ordre des pharmaciens affirme que la campagne va s'inscrire dans le temps et l'organisation est déjà satisfaite du bruit qu'elle génère. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. C'est demain que se déroule la Journée internationale du droit des femmes. Et on reçoit aujourd'hui Justine. Et Justine, tu trouvais ça important de parler de la place des femmes en culture. Qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans le domaine culturel en 2025, Alexandre? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Surtout dans la région. Oui, surtout dans la région, en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça représente? Je suis allée à la rencontre de la cinéaste Béatrice Mediavilla et de la directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe. J'ai demandé à Béatrice, est-ce que dans le monde du cinéma, on a atteint la parité homme-femme? Voici sa réponse. Moi, je travaille en cinéma, donc c'est certain que longtemps, puis en plus au Québec, on a quand même une forme de, tu sais, rapidement à l'ONF, il y a eu le studio de création des femmes. Il y a quand même eu cette sensibilité-là, et malgré ça, il y a la nécessité de faire des regroupements, des organismes comme Réalisatrices équitables qui font des pressions pour avoir une forme de parité, tu sais. Puis moi, quand je fais un film de femmes. Mais, tu sais, Dominique Leclerc, Martin Guérin, Serge Bordelot, quand ils font des films, ils font pas des films de gars. Tu sais, on se fait dire ça, puis c'est comme un peu un mal nécessaire, parce que si on fait rien, on n'aura pas la parité. Mais j'aimerais bien pouvoir juste faire des films. Tu sais, la parité, ça veut pas dire contre les hommes non plus, tu sais, c'est juste que... Et c'est même pas de la faute des hommes, parce que c'est dans notre inconscient, on a des biais. Une amie réalisatrice racontait qu'elle venait d'avoir un bébé, elle était tombée enceinte, puis elle s'en allait en tournage. Puis c'est dans les organismes financeurs, il y avait une réunion pour dire pourquoi on devrait vous financer, blablabla. C'était des femmes. Et ils ont passé 45 minutes à parler du fait qu'elle était mère, puis comment elle allait faire pour concilier travail-famille. Et pas longtemps après, il y avait un gars qui venait d'avoir un enfant aussi, qui était jeune papa, mais lui, on lui a pas demandé, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est juste, j'aurais aimé ça parler de ma création puis de mon travail de réalisation plutôt du fait que je suis une femme.
Oui, donc, on vient d'entendre une créatrice, mais Justine, du côté aussi des diffuseurs, qu'est-ce que la journée de demain peut représenter? Eh bien, Rosalie Chartier-Lacombe, que j'ai rencontrée, est à un poste très important dans le domaine culturel régional. Elle dirige un théâtre. Alors, elle a la vitrine pour donner de la place aux artistes féminines qui veulent être sur scène. Et au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, c'est super important, la parité, au niveau des minorités. Le Petit Théâtre et la troupe de théâtre, les hybrides, ça a toujours été une troupe de théâtre féministe. Donc, on est vraiment soucieux de ça. Donc, on essaie toujours, quand on a des programmations, de s'assurer que ça soit paritaire, même dans les équipes, entre les hommes et les femmes, là, même les Français, les Québécois. Mais c'est une valeur qui nous est chère, puis elle est intégrée partout, là. C'est une question aussi de poste de pouvoir. T'sais, être à la direction d'une organisation culturelle, c'est un poste de pouvoir. Quand j'ai commencé, il y a à peu près 20 ans, et puis j'allais dans des congrès de diffuseurs, ce n'était que des hommes en costard, cravate. Fait que moi, j'avais l'air d'une hippie de la région, pas très sérieuse. Mais ça a énormément évolué. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est le contraire. Il y a presque plus de femmes que d'hommes dans ce milieu-là. Mais on a vu aussi toute une évolution, là. Alors demain, pour la Journée internationale des droits des femmes, je vous invite à aller acheter un billet de spectacle, pour un film aussi, une exposition faite par une femme pour encourager nos artistes féminines régionales. Ah ben voilà, Justine, je pense que l'invitation est lancée. Merci beaucoup. C'est un gros week-end de hockey dans la LHJMQ. Les équipes de la région amorcent le dernier droit de la saison régulière à la maison. Et notre collègue Olivier Morin nous dresse un portrait de la fin de semaine à venir. Ce week-end sera un moment important pour les Huskies et les Foreurs. De son côté, le Vert et Or se prépare pour 2 matchs à la maison. La troupe de Maxime Desruisseaux reçoit coup sur coup la visite des Olympiques de Gatineau ce soir, ainsi que du Titan d'Acadie Batters demain après-midi. Pour l'entraîneur-chef des Foreurs, il est important de terminer la dernière étape de la saison du bon pied. Ça fait quelques fois que je le mentionne, là, mais tu sais, on veut terminer la saison d'un bon pied. On veut absolument jouer de la bonne façon. Donc, mais assurément, on a encore des petites phases de jeu là, que je trouve que c'est à peaufiner. Donc, on veut vraiment travailler là-dessus lors des 2 matchs du week-end. Maxime Desruisseaux nous parle également des aspirations de son équipe à l'aube des séries. On veut rentrer avec un avantage numérique qui est dur à jouer contre dans les séries. On veut rentrer avec un désavantage numérique confiant lorsqu'on va commencer la Game 1 des séries. De leur côté, les Huskies se préparent également à recevoir les 2 équipes. Le Titan sera de passage ce soir et les Olympiques demain après-midi. La Meute est présentement dans une lutte à 4 équipes alors que seulement 3 points séparent la 5e et la 2e place de la Conférence de l'Ouest. Pour l'attaquant des Huskies, Bill Zonon, cette lutte motive l'équipe en cette fin de saison. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de motivation. Je pense que c'est important de bien finir la saison régulière, jouer de la bonne façon puis être prêt quand les séries vont commencer. Pour l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, les 2 matchs de ce week-end sont importants à l'approche du bal printanier. Chaque match sont importants depuis quelques semaines. Puis à l'aube des séries, peu importe le rang qu'on va se donner, c'est vraiment important qu'on arrive en séries éliminatoires fin prêt puis qu'on joue du bon hockey. Je termine avec un fait marquant, puisqu'il s'agira de la dernière visite dans la région du Titan d'Acadie Batters avant le déménagement de l'équipe à Terre-Neuve la saison prochaine. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À la météo maintenant, ce soir et cette nuit, ça demeure nuageux sur l'ensemble du territoire, minimum de -15. Et de la neige, oui, et encore, devrait débuter tard en soirée. Légère accumulation de 2 cm. Neige qui va cesser demain matin. Pour la journée de samedi, ce sera dégagé avec -6 en Abitibi et -5 pour le Témiscamingue. Il y a une très belle journée pour jouer dehors, ça. Et un aperçu pour dimanche, eh bien, ce sera de la neige qui fera son retour. Une journée douce à -5, mais on attend de légères accumulations. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Je serai de retour avec vous en début de semaine prochaine. D'ici là, bon week-end. Prenez soin de vous.